Bonsoir et bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur l'attention autour d'Emmanuel Macron. Depuis qu'il a annoncé son mouvement politique, le ministre de l'économie suscite beaucoup de commentaires entre espoir et critique. Et déjà, un premier tacle de taille de Manuel Valls. Le Premier ministre juge absurde de vouloir effacer les différences droite-gauche. Alors le paysage politique peut-il vraiment évoluer? On en parle avec de nombreux invités à notre compagnie. Rarement, un couple n'aura connu autant de crises. Le tandem franco-allemand est soumis à très rude épreuve. Angela Merkel et François Hollande ont affiché leur entente aujourd'hui à Metz, mais les convulsions qui secouent l'Europe fragilisent ce duo. Le débat est à suivre. Enfin, l'entretien ce soir, mon invité, l'ambassadeur russe Alexandre Orlov, il réagira aux accusations des Panama Papers à l'encontre de l'entourage de Poutine. L'ambassadeur russe nous parlera aussi de son pays soupçonné de vouloir restaurer la Grande Russie. Au menu aussi bien sûr la Syrie et les reculs de Daesh. Alexandre Orlov pour le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà pour le programme, merci de votre fidélité, vos questions, puis vos réactions via notre hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Sa réponse est claire et le tacle plutôt appuyé. Manuel Valls agacé devant le lancement du mouvement politique de son ministre de l'économie Emmanuel Macron. Il a réagi, c'était tout à l'heure, écoutez. Il y a forcément des forces politiques. Il y a même une gauche et même une droite. Il serait absurde de vouloir effacer ces différences. Mais nous savons aussi que ces perceptions ont changé, que les différences se sont estompées. C'est pourquoi nous devons être capables de dépasser les clivages partisans. Autre méthode, autre réponse, celle du président François Hollande a fait lui un commentaire court. Un ministre veut dialoguer avec les citoyens, ça s'appelle faire de la politique. Fin de citation. Vous le constatez, ce nouveau mouvement politique fait réagir. Au Sénat, il séduit certains, mais il en fait rire d'autres. Jordan Klein. Ce n'est pas un parti, mais un mouvement. Emmanuel Macron lance En Marche avec comme point de départ un clip de campagne dans lequel l'accent est mis sur la jeunesse. L'objectif du mouvement est clair, transcender les partis et fédérer à droite comme à gauche. Fidèle soutien de François Hollande, Emmanuel Macron veut renouer le dialogue avec l'opposition. Au Sénat, la démarche trouve des soutiens sur tous les bancs. L'objet de cette démarche, de ce mouvement, c'est de ramener à la politique, au désir politique, une grande frange de la population qui ne vient plus ou qui n'y est jamais allée, notamment chez les jeunes. Je crois que c'est toujours bien dans la vie politique quand il y a des nouvelles démarches un petit peu décalées, avec de l'énergie. Et je crois que c'est bien dans cet esprit que s'inscrit Emmanuel Macron. Pour d'autres sénateurs, l'ambition du mouvement n'est pas claire. Je pense que c'est un piège à con. Je pense que c'est commandé par l'Élysée et j'en ai la preuve parce qu'en écoutant ce matin tous les ministres qui auraient dû être jaloux de Macron en dire du bien, avec les mêmes phrases, les mêmes éléments de langage, ça veut dire que c'est une commande élyséenne. Donc c'est un attrape-nigo. Alors commande élyséenne ou volonté de liberté? Une certitude, la démarche est soutenue par François Hollande avec en ligne de mire la campagne pour 2017. Il faut une réponse européenne à la crise des migrants. Déclaration de François Hollande tout à l'heure. Le chef de l'État a reçu Angela Merkel à Metz pour le 18e Conseil des ministres franco-allemands. Les réfugiés, le sujet principal de cette rencontre. Sandra Cerquera. Après des mois de divergence, l'occasion de renouer la confiance entre Angela Merkel et François Hollande. L'Allemagne a accueilli des centaines de milliers de migrants, alors que la France a montré sa vigilance. Et Angela Merkel s'est sentie bien seule en négociant directement avec Ankara pour trouver une solution. C'est donc la crise des migrants qui devrait dominer cette rencontre, le but étant de rechercher une position commune sur leur intégration. Mais sur le fond, ce 18e Conseil des ministres franco-allemands ne s'annonce pas spectaculaire. Pas de grandes initiatives ou projets communs à attendre. L'avenir de la monnaie unique sera aussi au cœur des échanges. François Hollande et Angela Merkel ont annoncé une initiative sur le renforcement de la zone euro. Mais toute démarche utile semble compromise, tant que l'on ne connaît pas le résultat du référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne.
Panama Papers à présent. Marine Le Pen s'est défendue aujourd'hui de toute fraude fiscale. 2 de ses proches sont soupçonnés d'avoir mis en place des systèmes offshore. Écoutez la présidente du Front National au micro de Quentin Calmet. Je n'ai pas de part sociale dans cette société. Je n'ai absolument aucune visibilité sur la stratégie commerciale de mes prestataires. Eh bien, personne n'a commis aucun fait délictuel. Personne ne s'est compromis dans aucun comportement, ne serait-ce qu'inapproprié. Alors oui, monsieur, le Front National est tête haute et main blanche. Et ce soir, David Cameron change sa version dans l'affaire Panama Papers. Il a admis tout à l'heure avoir détenu des parts dans un fonds offshore au Panama, des actions que le Premier ministre britannique aurait revendues avant 2010, avant son élection. Au Sénat, toujours dans ce dossier, des sénateurs ont fait la demande officielle ce soir pour réentendre Frédéric Oudéa. Le PDG de la Société Générale est soupçonné de ne pas avoir dit la vérité sur l'engagement de sa banque au Panama lors d'une commission d'enquête. Pourrait-il être poursuivi? Élément de réponse avec Faustine Saint-Geniès. Je le jure. Un serment obligatoire dans toute audition menée par une commission d'enquête parlementaire. Dès lors, que peut faire le Sénat lorsqu'il y a soupçon de faux témoignages, comme dans le cas de Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale? La réponse se trouve du côté de la Commission des finances du Sénat. Son rapporteur général et sa présidente disposent de pouvoirs équivalents à ceux du ministre du Budget et sont bien décidés à les exercer. Nous avons des pouvoirs très importants de contrôle sur pièce et sur place de tout ce qui nous paraît utile. Et donc nous avons effectivement un pouvoir où on ne peut pas nous opposer le secret fiscal. Autre acteur clé dans cette affaire, le bureau du Sénat. Garant du bon fonctionnement interne de l'institution, il a déjà été saisi par le groupe communiste et doit désormais inscrire ce sujet à l'ordre du jour. Ses membres décideront alors de lui donner ou non une suite judiciaire. C'est en tout cas le souhait d'Éric Bocquet, à l'origine de la saisine du bureau du Sénat. On ne peut pas accepter que le Sénat soit ainsi bafoué. Moi, je demande qu'il y ait une suite à cette affaire. Un faux témoignage devant une commission parlementaire est passible de 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Les suites des attentats de Bruxelles, le parcours de l'homme au chapeau a pu être retracé. Le parquet belge a diffusé aujourd'hui un nouvel avis de recherche et une vidéo. Et puis cette fois, le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris, Salah Abdeslam, il ne sera pas remis à la France avant plusieurs semaines. C'est son avocat qui l'a dit tout à l'heure. Angela Merkel et François Hollande étaient réunis à Metz. Aujourd'hui, l'occasion pour le couple franco-allemand de tenter de renforcer les relations entre les deux pays. C'est notre premier débat ce soir. Oui, rarement un couple n'aura connu autant de crises, de défis majeurs. Le tandem franco-allemand est soumis à rude épreuve. Angela Merkel et François Hollande ont bien sûr affiché leur entente aujourd'hui à Metz, mais les convulsions qui secouent l'Europe en ce moment fragilisent ce couple. On insistera entre autres ce soir sur le défi démocratique de l'Europe avec en son sein des pays aux pratiques autocratiques. On en parle avec nos invités ce soir. Michael Werner, bonsoir. Et bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes historien, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous enseignez à l'École des hautes études en sciences sociales et vous enseignez en particulier l'histoire socio-culturelle des relations franco-allemandes. Nous accompagne également ce soir Christian Lequesne, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Union européenne. Et Yves Bertoncini nous accompagne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Directeur de l'Institut Jacques Delors et spécialiste des questions européennes. Alors messieurs, Michel Werner d'abord, lors de ce conseil des ministres franco-allemands aujourd'hui, il y a comme toujours une part de communication, d'affichage, mais il y a aussi, au-delà des photos et des sourires parfois de circonstances, une nécessité de s'entendre malgré les crises, parce qu'il y a autant de crises et de défis majeurs aujourd'hui. Ce face-à-face, il était important ? Oui, je pense, d'un côté, évidemment, c'était un rituel, c'est un rituel, et en même temps, comme les problèmes ne cessent de s'accumuler, on est confronté à la nécessité de trouver des solutions communes. Et malgré les divergences des uns et des autres sur des questions clés comme les réfugiés, on affiche une communauté de vision, peut-être pas en ce qui concerne les solutions, mais une perspective commune sur les problèmes. Et de ce point de vue-là, même s'il n'y a pas de résultats très concrets, très palpants de cette réunion, je pense que de ce côté-là, l'opération a plutôt réussi.
Christian Lequesne, quelle trace a laissé, parce qu'il faut rappeler ce qui s'est passé il y a quelque temps, l'épisode de la petite phrase de Manuel Valls lors de son passage, c'était, je crois, il y a quelques semaines, où il a critiqué, Munich, il a critiqué la politique de Madame Merkel, la politique d'accueil des migrants. Alors aujourd'hui, elle a un petit peu esquivé, elle en a même rigolé en disant que les mots difficiles ont tendance plutôt à la stimuler plutôt qu'à la contrarier, mais ça va laisser des traces. Vous savez, les hommes politiques prononcent sans arrêt des petites phrases et les autres hommes généralement politiques... chez eux, pas chez les autres. Voilà, alors c'est peut-être l'erreur qu'a commise effectivement Manuel Valls. Non, la question quand même, c'est qu'il y a sur le fond une différence très importante dans l'accueil des réfugiés dans les deux pays, puisque ce soir, il y a eu un engagement... français à accueillir 30 000 nouveaux réfugiés syriens, alors que l'Allemagne actuellement en a 1 million. Et quand on regarde effectivement les sondages dans les sociétés des deux pays, on voit que la population allemande est beaucoup plus prête à accueillir des réfugiés que ne l'est la population française. Donc il y a une vraie différence dans la perception de ce phénomène des réfugiés du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a également, Yves Bertoncini, une déception profonde chez Angela Merkel, qui a cru à un moment que la France allait non pas s'engager comme l'Allemagne, autant que l'Allemagne dans la crise des réfugiés, à l'accueil des réfugiés, mais elle a cru qu'il y aurait une solution européenne. C'était un leurre, ça. Je ne sais pas si elle y a cru, parce qu'au fond, quand elle a ouvert ses bras pour dire ces réfugiés sont des victimes, nous allons les accueillir, elle l'a fait de manière relativement unilatérale. En revanche, ce qui est certain, c'est que maintenant qu'on constate que beaucoup de demandeurs d'asile sont en Allemagne, près d'1 million à peu près y sont parvenus, certains en sont partis, mais enfin il y a eu plusieurs centaines de milliers de demandes d'asile en Allemagne l'an dernier, alors qu'en France on en était à 69 000 au total. Elle pointe le déficit de solidarité de certains pays, et pas seulement la Pologne, de la France. C'est plus qu'un déficit évidemment. de solidarité, la Pologne. Parce que face à ce flux exceptionnel, eh bien les Français n'ont pas pris leur part. Christian Lequesne parle de ces 30 000 que les Français se sont engagés à relocaliser depuis la Grèce et depuis l'Italie. On en est à 1000, 1500. C'est sur 2 ans. Alors en étant optimiste, on va dire qu'il reste un peu plus d'1 an et quelques à la France pour tenir cet objectif. Il va falloir le tenir, parce que y compris dans cette relation franco-allemande, ça montrera que les Français sont déterminés à assumer leur part. Le problème, c'est vraiment la divergence de diagnostic. Pour les Allemands, les demandeurs d'asile, ce sont des victimes, alors que pour une majorité de Français, ils apparaîtraient presque comme des menaces. Et plus grave, le déficit de perception, la divergence de perception sur soi-même. Angela Merkel a dit « c'est un défi colossal, le plus grand que nous ayons à relever depuis la réunification allemande, mais nous sommes l'Allemagne, nous sommes forts, nous allons y arriver. » Et on voit bien pourquoi François Hollande aussi n'a pas pu tenir un tel discours pour son pays, ce qui est un aveu de faiblesse pour ce qu'est la France aujourd'hui d'ailleurs. C'est très intéressant. Au-delà des politiques, comment vous expliquez, puisque vous avez la double nationalité, Michel Werner, vous avez... Non, j'ai une nationalité française. Française, oui, d'origine allemande, on peut le dire. Oui. C'est bien cela. Comment vous expliquez cette différence de perception entre les deux peuples sur cette... Je crois que c'est l'histoire, c'est un problème d'histoire. Il y a la notion de réfugiés en Allemagne, déjà sous le Troisième Reich, mais là c'était des gens qui partaient. Mais ensuite, après la guerre, c'était un thème commun dans toutes les familles, dans tous les villages, dans toutes les villes. Il y avait les réfugiés allemands des territoires de l'Est. Et donc, il y a une culture, en quelque sorte, d'accueil. Y compris chez les plus jeunes. Alors là, évidemment, le problème c'est l'attitude des plus jeunes. Et là, effectivement, je pense que les générations anciennes, ils ont réussi à transmettre, en quelque sorte, cette attitude. C'est une conduite générale. Et c'est très curieux parce que l'Allemagne n'a jamais été, dans l'histoire, un pays d'immigration. C'est un pays d'émigration, à la différence de la France, qui était un pays d'immigration. Or, donc, suite aux événements, en quelque sorte, du XXe siècle, l'Allemagne est devenue une terre d'accueil et les gens sont d'accord, ils connaissent les procédés, ils savent en quelque sorte comment faire
pour intégrer, pour s'occuper, pour que les gens apprennent des langues, pour avoir les papiers, etc. Mais, tout n'est pas rose quand même. Il y a beaucoup de crispation, de tension, ça coince, ça grince au niveau politique, Christian Lequesne. Oui, bien sûr, mais là, on était en train de parler de la réaction des sociétés. Et c'est vrai que c'est ce qui est important quand même, c'est-à-dire c'est comment les opinions publiques se positionnent par rapport à l'accueil des réfugiés. Là, il y a une très grande différence entre les deux pays, qu'un récent sondage de l'IFOP, qui a été commandé par la Fondation Jean Jaurès d'ailleurs, a confirmé très très bien. Madame Merkel, néanmoins, a des critiques. Elle a à faire face notamment à des critiques fortes au sein de son camp. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est que l'Allemagne est un pays réunifié depuis 1990. Et la réaction à l'est de l'Allemagne, c'est-à-dire tout ce que nous venons de dire sur le libéralisme des sociétés, n'est absolument pas le même qu'à l'ouest de l'Allemagne. Là, il y a une très forte différence et dans le fond, les réactions que l'on a à l'est de l'Allemagne, on peut les comparer avec celles que l'on observe en Pologne, en République tchèque ou en Slovaquie. À ce point, comme la Pologne qui a quand même une attitude, c'est pour ça que je me suis permis c'est plus qu'un déficit de solidarité, c'est une rupture avec le reste de l'Europe, la Pologne. Oui, parce que les histoires n'ont pas été les mêmes que celles de l'Ouest. Et en particulier, je crois que le point très important, c'est que dans les pays de l'Ouest, nous avons vécu aussi, à partir des années 50, la décolonisation et l'arrivée des immigrés, soit des anciennes colonies pour des raisons politiques, soit aussi pour des raisons économiques. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, de nombreux pays d'Europe allaient chercher des immigrés au Maroc, en Turquie pour l'Allemagne, etc., etc. Donc il y a eu une expérience quand même de contact de nos sociétés que l'Est n'a pas eu. La réaction. Voilà, puisque l'Est était de l'autre côté du rideau de fer, et à l'exception de quelques étrangers venant des pays frères comme le Vietnam par exemple, il n'y avait quasiment pas d'étrangers dans les pays d'Europe centrale. Je vais vous laisser répondre, Yves Bertoncini. Juste une réaction, parce qu'on a pas mal de tweets là qui nous disent qu'il ne faut pas dire le mot couple, il faut arrêter de dire le mot couple. On ne le dit pas en Allemagne, dites plutôt partenariat, tandem. Est-ce que le mot couple franco... Non, mais les mots ont quand même leur importance. Quand on dit couple, on suppose quand même une entente et quand même des gens qui marchent presque d'un même pas. Oui, une forme de romantisme. Mais vous verrez que le couple franco-allemand va s'afficher à nouveau, par exemple, bientôt pour commémorer la boucherie de Verdun, 100 ans après. C'est un couple qui s'est formé dans la guerre, dans la haine fratricide. Sur l'histoire. Qui s'est fondé sur ce déchirement... historique, bien sûr, fratricide, guerrier, monstrueux, qui a décidé de s'unir. Alors, le mot couple a ceci d'intéressant, qui peut être décliné comme une métaphore. On pourrait dire que sur la crise des réfugiés, ils font plutôt chambre à part. Oui, en ce moment, les Français et les Allemands. Je crois que ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'est un mariage de raison, c'est un mariage d'intérêt. C'est d'ailleurs les mariages qui durent, semble-t-il. Oui, je suis moins romantique d'un seul coup. C'est un peu triste à dire, mais... D'ailleurs, on le voit à nouveau dans cette crise actuelle. Il y a une convergence d'intérêts, en fait, au-delà des différences. Alors aujourd'hui, on a parlé de l'intégration, la façon dont les deux pays pouvaient favoriser l'intégration des immigrés ou des demandeurs d'asile qui sont sur leur sol. Mais il y a une convergence d'intérêts à l'extérieur, pour des raisons différentes. La France face à la menace terroriste, parce que évidemment la France n'est pas face à un afflux migratoire massif, les réfugiés ne viennent pas en France, ils votent avec leurs pieds, si je puis dire, ils vont ailleurs. Et puis l'Allemagne face à cet afflux migratoire massif. C'est quoi la convergence d'intérêts? C'est que non seulement il faut sécuriser, mieux contrôler les frontières extérieures, notamment en Grèce, entre la Grèce et la Turquie, et deuxièmement, il faut agir au-delà des frontières, et notamment en Syrie, parce que c'est à la source qu'il faut tarir le flux et qu'il faut combattre les terroristes. Et il faut dire que sur ce registre-là, les Allemands sont aux côtés des Français, puisque depuis les attentats du 13 novembre, à Paris, ils ont décidé d'aider les Français dans leur frappe. Vous nous direz quelle est la voix de l'Europe sur le dossier syrien. C'est pour ça que donc les Français doivent être aux côtés des Allemands sur l'autre partie, qui est la partie solidarité vis-à-vis du flux migratoire exceptionnel. Je vous voyais sourire à l'évocation du mot couple.
On ne l'utilise pas du tout en Allemagne. Hein. Non, c'est vraiment une particularité française, le couple, le tandem. Alors qu'en allemand, il n'y a pas de terme forgé, même le moteur, ça ne marche pas en allemand. Relation. C'est une relation privilégiée, particulière, spéciale. Et je crois que là aussi, il y a des raisons. C'est dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est une histoire de longue durée. Hein. Ça remonte très loin avec les frictions. Mais je suis pas complètement d'accord. C'est pas uniquement un mariage de raison. Il y a un côté émotionnel, relation particulière, côté émotionnel sur lequel d'ailleurs les deux parties ont toujours joué hein, à différentes époques. Et si même maintenant Verdun et tout ça marche, si Kohl et Mitterrand à Verdun et ça a marché, c'est parce qu'il y a ça en quelque sorte derrière. C'est vrai qu'on a retenu des images à très forte connotation émotive, hein, les fameuses images que tout le monde connaît d'ailleurs. Et sans doute qu'Angela Merkel et François Hollande, ou du moins leurs entourages, réfléchissent-ils en ce moment même à l'image qui pourra rester justement de la commémoration du centenaire. Elle n'aura rien de spontané, alors comme la fameuse prise de main, poignée de main. C'est toujours chorégraphié comme les mariages ou les photos de mariage, oui. Décidément, c'est la métaphore du mariage. Christian Lequesne, alors vraiment beaucoup moins romantique, parce que c'est ce qui est en train de se passer dans une partie de l'Europe. C'est Yves Bertoncini, le romantique. Oui, voilà. Faites le pragmatique ce soir, parce qu'il y a quand même une grande crainte au sein de cette Europe, c'est celle de la Russie. Tout à l'heure, on va recevoir l'ambassadeur russe, Alexandre Orlov, et je vais lui en parler. Il y a une volonté de plus en plus, surtout en Europe centrale, de se défendre. Il y a une crainte vraiment de la grande Russie, du scénario ukrainien qui puisse se répéter. Oui, on peut le comprendre. Les sociétés d'Europe centrale et en particulier celles qui se trouvent le plus à l'Est, car il faut quand même faire des distinctions. Je pense que la crainte de la Russie n'est pas la même aujourd'hui en République tchèque et dans les pays baltes. Mais en tout cas, pour ceux qui sont le plus à l'Est, les pays baltes qui en plus ont des minorités russes importantes sur leur territoire, on se sent en insécurité face à la politique de Poutine. Et je crois que la chose qui a été vraiment traumatisante, c'est l'annexion de la Crimée, où là, clairement, on a vu que la Russie de Poutine pouvait jouer complètement le jeu du rapport de force en niant totalement le droit international, c'est-à-dire la souveraineté des frontières. Donc, surtout pour des États qui sont des petits pays aussi, il faut comprendre que le thème de la peur de la Russie est réactivé aujourd'hui. Et donc, quelles conséquences? Parce on a vu, je crois, sur le terrain, des répétitions, enfin des contingents, Est-ce qu'il peut y avoir... Oui, il y a un rapprochement avec l'OTAN, on se jette dans les bras de l'OTAN? Non, il n'y a pas tellement de manifestations, d'ailleurs, des sociétés anti-russes, je veux dire au sens visible du terme, mais ce que l'on souhaite, c'est que effectivement l'OTAN, l'Occident, garantissent la sécurité. Et pour ces pays, leur sécurité, elle passe encore par les États-Unis. C'est la raison pour laquelle, quand ils pensent à sécurité militaire, ils pensent davantage à OTAN qu'à Union européenne. Vous êtes d'accord, Michel Werner? Oui, je crois d'ailleurs, je pense que évidemment la situation n'est pas exactement la même pour les pays baltes, où c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en quelque sorte et que les gens vivent tous les jours, et il y a une politique nationale anti-russe contre les russophones, donc assez dure et crispée. Alors que évidemment en Pologne, et c'est différent là, c'est une histoire de chaque histoire. Toutes les histoires sont des histoires nationales, sont des histoires de longue durée. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une différence entre l'attitude des Allemands, parce que malgré tout, Poutine, évidemment, il est considéré comme un ennemi et quelqu'un de dangereux, etc. Mais au fond, les relations avec la Russie, c'est un peu différent. Parce que là aussi, il y a une tradition... et surtout, en particulier Angela Merkel et Vladimir Poutine, hein, je crois qu'elles sont plutôt correctes, voire cordiales. Même Steinmeier, il était toujours du côté de ceux qui ont dit... Faisons attention avec la Russie, il ne faut pas tout gâcher, il ne faut pas faire n'importe quoi, etc. C'est votre avis, Yves Bertoncini?
Oui, je crois d'ailleurs que c'est un bon exemple de ce que les Français et les Allemands ont pu faire ensemble vis-à-vis de la Russie. Il y a eu un front commun qui a été affiché, une implication, ce qui était très bien vu du point de vue français, parce qu'on reproche souvent aux Allemands d'être pas assez offensifs sur les sujets diplomatico-militaires. Les accords de Minsk, c'est quand même François Hollande et Angela Merkel qui les ont accouchés au forceps, qui sont attentifs à leur mise en œuvre. Et je crois que... Ils ont été largement bousculés, ces accords. Oui, mais tout de même, il y a eu des Français, des Allemands qui ont entraîné les Européens dans un accord unanime, des sanctions qui sont toujours en vigueur vis-à-vis des Russes, y compris de l'entourage de Vladimir Poutine, qui ne font pas plaisir aux autorités russes. Et donc, il y a eu, au-delà même du cas ukrainien, une réaction des Européens sur le thème, dans notre voisinage, des crises se produisent. Vous avez raison. Ça vaut aussi pour l'État islamique. Vous voyez le verre à moitié plein. Unissons-nous pour essayer d'y faire face. Mais c'est vrai que sur les enjeux sécuritaires, surtout s'il s'agit de la Russie, c'est encore les États-Unis qui sont appelés à la rescousse. Le petit problème, c'est qu'à un moment donné, ils ne voudront plus venir. Et donc, il faudra bien que les Européens se prennent davantage en main. Un exemple, à la une du quotidien L'Opinion demain, vous avez ce titre, je le découvre à l'instant, Pays-Bas, l'Europe se détricote. Michel Vernard, je précise qu'il y a eu une sorte de consultation qui n'a pas un caractère obligatoire, je crois. On a posé la question donc aux citoyens sur le rapprochement entre l'Ukraine et l'Europe. Et il y a eu un vote massif, un non. Eh bien là, on voit bien que l'Europe... Oui, il y a eu un vote massif, mais la participation était de 30%. On peut relativiser. On peut relativiser. Mais je pense effectivement c'est un signal fort parce que ça ne concerne pas du tout l'Ukraine, ça concerne l'Europe. Et Wilders s'est tout de suite félicité. On dit non à l'Europe. Voilà. Donc, et je pense que là, il y a un vrai problème de la démocratie en Europe parce que d'un côté, on fait en quelque sorte appel au peuple, à l'opinion du peuple à travers des référendums et des choses comme ça. Et en même temps, les gens ne répondent pas du tout à la question au fond qui leur est posée. Ils répondent à d'autres questions. C'est toujours le problème des référendums. Voilà. Ouais. Et donc, non, je pense qu'il y a un problème sérieux. Pour l'instant, on ne sait pas du tout comment l'Europe va s'en sortir, mais je crains fort que ça ne soit pas de façon claire et compréhensible pour le commun des citoyens. Un mot de conclusion qui s'adresse également à vous, parce que certains en France, peut-être une parenthèse un peu plus décalée, mais avaient présenté la nomination du germanophone et germanophile Jean-Marc Ayrault à la tête du ministère des Affaires étrangères comme un bon point qui allait permettre justement de recoller un peu les morceaux. Oui. Je pense que ça ne peut pas faire de mal à la relation franco-allemande. Pas trop de bien non plus. En sachant qu'effectivement, M. Fabius avait une très bonne relation avec M. Steinmeier, mais il n'y a pas eu véritablement d'action commune sur la question de l'Europe. Ça, on ne l'a pas vu pendant toute la période de Fabius. Mais en même temps, ne donnons pas trop de pouvoir au ministre des Affaires étrangères. Je veux dire, dans le système de la Ve République française, la politique étrangère, c'est avant tout une affaire qui reste décidée par le président de la République et son entourage. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat, cette analyse. Restez avec nous. La suite de votre émission, on va évoquer à présent tout autre chose qui se passe en France. C'est une constellation des mécontentements qui dépasse d'ailleurs largement le cadre du projet de loi travail. Et c'est l'édito politique ce soir. Opposition, manifestation, crispation. Oui, le gouvernement n'a pas réussi pour le moment à désamorcer la grogne autour du projet de loi travail. Et le mouvement dépasse d'ailleurs largement ce texte. On le voit avec le rassemblement, notamment Nuit debout. On en parle avec Gilles Leclerc. Bonsoir Gilles. Bonsoir Sonia. Gilles, cette constellation de mouvements, elle interpelle d'abord le gouvernement, bien sûr, le pouvoir en place, mais pas seulement. Mais c'est vrai, en fait, il y a deux façons de traiter ou d'aborder ce sujet. On va dire, il y aura une façon classique de dire, finalement, tous ces jeunes ne sont pas si nombreux que ça à camper, par exemple, place de la République à Paris. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent par rapport, effectivement, à ce projet de loi. Et le mouvement va peut-être s'effilocher de lui-même avec le temps. Après tout, c'est vrai que chaque gouvernement, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, a eu une contestation de la part de sa jeunesse. Bon, après tout, on peut aussi dire que ce mouvement-là, on peut raisonner de cette façon-là, mais si on regarde avec un peu plus de recul, on peut dire que de raisonner comme ça, c'est peut-être un peu dangereux, parce que là, c'est sans doute un élément un petit peu nouveau, on va en parler. L'autre lecture à faire, et qui paraît plus réaliste, c'est peut-être de regarder justement autrement.
D'abord, il faut être modeste. Parler de la jeunesse, c'est sans doute un peu difficile. En revanche, parler des jeunes, c'est sans doute plus intelligent parce que finalement, ils ont au moins 2 points communs. Il y en a un qui est le fait que leurs parents ont été touchés par la crise. Eux le sont aussi pour leur avenir. Et l'autre point commun également qui est très important, on sait bien aussi que le taux de chômage il est moindre quand même que chez les Grecs par exemple ou chez les Espagnols, mais il y a vraiment cette inquiétude-là. Et le deuxième qui est beaucoup plus préoccupant pour ce gouvernement et pour les politiques en général, c'est la défiance justement de ces jeunes par rapport aux politiques. Et on l'a vu dans les récentes consultations électorales et on le voit aujourd'hui dans un mouvement qui est nouveau avec ses codes particuliers. C'est effectivement, vous avez raison, le mouvement Nuit debout. Pourtant, Gilles, le gouvernement a tenté de négocier, il a reçu, il a cédé, certains disent même reculé, trop reculé. Oui, mais en même temps, ceux qui campent Place de la République et dans d'autres villes de province en France, ils ne sont pas encartés, ils n'ont pas de chef, ils n'appartiennent pas forcément à un mouvement syndical ou politique. Et donc, ceux qui tenteraient ou qui tentent de récupérer le mouvement, ils prendraient en quelque sorte des risques, parce que vous avez remarqué d'ailleurs que les figures politiques, elles se sont peu rendues effectivement sur place. Donc ces jeunes, ils ont du mal à appréhender le mouvement. Absolument. Ouais. Et donc ces jeunes, ils échappent en fait aux références traditionnelles. Ils ne se reconnaissent pas plus dans le discours politique d'aujourd'hui. C'est vrai que physiquement, ils ne sont pas des millions, mais si vous regardez les réseaux sociaux, il se passe quelque chose. Il y a une formidable caisse de résonance qu'il faut prendre au sérieux. C'est pour ça que François Hollande, souvenez-vous, qui avait fait de la jeunesse son combat principal au moment de sa campagne électorale, François Hollande, il prend au sérieux cette forme de contestation, mais il ne sait pas tellement finalement comment y répondre. Et j'ai envie de dire, pour conclure, que finalement, si on regarde ces 48 heures, d'Emmanuel Macron, qui essaye d'inventer autre chose, à ces jeunes qui aussi, je dirais, sont, comme je le disais tout à l'heure, ont des codes à eux, eh bien finalement, on est peut-être en ce moment en train de rechercher une forme d'organisation nouvelle de la politique, ou une forme d'expression nouvelle de la politique. Ça interpelle tout le monde, le gouvernement bien entendu, les politiques, nous les médias, et puis bien entendu les citoyens. Merci beaucoup Gilles pour votre analyse. Il est 22h30, passé dans quelques instants justement à suivre notre second débat autour de Macron en marche, et après justement Macron combien de divisions, et puis l'entretien ce soir avec l'ambassadeur russe Alexandre Orlov. Mais d'abord les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Les radars routiers pourraient être privatisés. L'État veut réaffecter les forces de l'ordre sur d'autres missions. Les contrôles mobiles pourraient être délégués à des sociétés privées. Géraldine Pavoileau. Après les autoroutes et les fourrières, l'État veut privatiser ses radars. Dès janvier prochain, la conduite des voitures équipées d'un radar embarqué sera confiée à une société privée. L'objectif affiché est de réaffecter les forces de l'ordre à d'autres missions plus prioritaires, comme les contrôles d'alcoolémie ou de stupéfiants. Une mesure qui inquiète les associations d'automobilistes. Quel est le principe d'une société privée? Faire de l'argent. Elle n'est pas là pour faire de la sécurité routière, elle n'est pas là pour faire de la philanthropie. C'est ça le principe d'une entreprise privée. Donc on va confier la poule aux œufs d'or à des sociétés privées. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Machine à cash, machine à flash. L'État veut augmenter l'utilisation des voitures radars. La flotte des 319 véhicules banalisés va passer à 440 d'ici à 2 ans. Et ils circuleront 3 à 4 heures par jour, contre près d'1 heure aujourd'hui. Le sénateur Alain Fouché soulève aussi la question de la sécurité routière. Seules les forces de police qui ont été formées pour ça sont habilitées à analyser une situation dangereuse sur la route. Tout confier au privé, même si les agents seront assermentés, c'est prendre le risque de dérive et d'excès de zèle. Dès le mois de septembre, les premiers modèles vont être expérimentés dans une région et la mesure sera généralisée en janvier 2017. En bref, les sénateurs ont demandé au gouvernement la suppression de la dernière tranche de baisse des dotations de l'État pour les collectivités. Elle est prévue pour 2017. Les parlementaires souhaitent l'étaler sur 2 années. Vous en découvrez presque chaque semaine. Les sondages inondent l'actualité politique. En 2011, le Sénat a voulu les rendre plus transparents. 5 ans plus tard, un amendement en ce sens a été adopté à l'Assemblée nationale. Samia Dechir. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Il aura fallu 5 ans pour que cet amendement soit voté. Il est né en 2011 au Sénat. Une proposition de loi pour rendre la publication des sondages plus transparente y est alors adoptée à l'unanimité. Mais jusqu'ici, elle n'avait jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est désormais chose faite et les députés l'ont adoptée.
Il était temps pour le sénateur Jean-Pierre Sueur, l'un des auteurs de la proposition de loi. C'était nécessaire, la loi en vigueur ne répond absolument plus aux réalités d'aujourd'hui. Il est heureux que la législation soit réformée avant les élections présidentielles. Adoptées définitivement par les députés, ces nouvelles règles sont censées rendre la publication des sondages plus transparente. Lorsqu'ils publieront une étude, les instituts devront par exemple indiquer qui l'a commandée, préciser la marge d'erreur ou encore fournir à la commission des sondages des informations sur les questions et les méthodes employées. Ces règles s'appliqueront pour l'élection présidentielle de 2017. Nouvelle manifestation à Paris de policiers. Cette fois, après les attentats, ces forces de l'ordre réclament l'augmentation de leurs primes de risque. Ils demandent aussi de nouvelles armes adaptées à la menace. Ils étaient 8000 selon les organisateurs, 2000 selon d'autres sources policières. Ni de gauche ni de droite, en tout cas Emmanuel Macron est en marche. Il vient de lancer son mouvement qui fait déjà beaucoup parler. C'est notre second débat ce soir. Oui, toute l'attention autour d'Emmanuel Macron. Depuis qu'il a annoncé la création de son mouvement politique, eh bien, le ministre de l'économie suscite beaucoup de réactions entre espoir et critiques acerbes. Et déjà, un premier tacle de taille de Manuel Valls. Le Premier ministre juge absurde de vouloir effacer les différences droite-gauche, lui qui avait pourtant prôné la maison commune. Alors le paysage politique est-il en train d'évoluer? On en parle avec nos invités ce soir. François-Xavier Bourmeau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes grand reporter au service politique du Figaro et auteur du livre Emmanuel Macron, le banquier qui voulait être roi, aux éditions L'Archipel. On va en parler en détail. Corinne Laïc, bonsoir. Bienvenue à vous, rédactrice en chef du service France à l'Express. Nous accompagne Emmanuel Rivière, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur de département au sein de l'unité stratégie d'opinion de TNS Sofres, et vous avez collaboré à la publication de cet ouvrage que je montre annuel sur l'état de l'opinion en 2016 chez Seuil. Michel Soudé, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, rédacteur en chef adjoint à Politis. Alors, madame, messieurs, avant de parler, François-Xavier Bourmeau, de ce mouvement politique, d'Emmanuel Macron, de ses ambitions, de la flèche décochée par Manuel Valls, c'est assez incroyable tout ce qui se passe depuis hier, depuis quelques heures. On a l'impression que toute l'attention politique, médiatique est focalisée sur un seul homme. Oui, c'est une des caractéristiques d'Emmanuel Macron que de réussir à attirer la lumière comme ça en créant des événements. Ça faisait un petit moment que ça montait un peu, qu'il y avait un bruit de fond autour de la création d'un mouvement politique pour Emmanuel Macron. Ça arrive en plus dans un instant où François Hollande est affaibli, Manuel Valls est en perte de vitesse. Donc on a l'impression d'un jaillissement, d'un surgissement d'Emmanuel Macron. Et en fait, c'est quelque chose qui se construit très en profondeur depuis longtemps déjà. Oui, c'est très bien dit. Jaillissement, surgissement, Corinne Laïc, mais c'était annoncé. Ce n'est pas non plus une énorme surprise. On a l'impression d'un... On l'attendait depuis un certain temps. Ça avait été annoncé de manière inexacte à plusieurs reprises et cette fois-ci, c'est la bonne. Ce qui est surprenant, et c'est ce que disait Gilles Leclerc tout à l'heure, c'est qu'il y a deux choses qui se produisent actuellement, qui sont certainement le symptôme d'une maladie, c'est-à-dire la maladie, le discrédit de la politique. C'est Nuit debout, place de la République, et c'est le jaillissement de Macron que personne ne connaissait il y a 2 ans et qui fait un parcours extraordinaire. La question, c'est de savoir si c'est prometteur aussi, c'est juste une bulle, juste un symptôme de la maladie. Ça, on va en parler. Mais Emmanuel Rivière, à partir du moment où il a franchi une marche, justement, eh bien, il est devenu et il va devenir une cible de plus en plus visible. Parce que jusque-là, il était quand même assez épargné. Emmanuel Macron, les premières flèches sont décochées. Et elles sont acerbes, celles du Premier ministre Manuel Valls. Il n'a pas été totalement à l'abri de quelques attaques lorsqu'il s'exprimait sur les 35 heures, il y a eu quelques recadrages. Mais de fait, pour abonder dans ce que vous avez dit, jusqu'à présent, c'était vraiment l'étoile montante de la vie politique, précisément parce qu'on attend de la nouveauté dans un contexte désespérant. Là, il y a une prise de risque, et y compris d'ailleurs auprès des Français, qui, pour l'instant, ont... l'heureuse équation pour lui, de le considérer comme intéressant à la fois à droite et à gauche. La prise de risque, elle consiste à donner le sentiment que finalement, au-delà de ses idées, de cette promesse de nouveauté, il roulerait un peu aussi pour lui, avec une ambition très personnelle. Ça, les Français peuvent se montrer assez sévères là-dessus. Et l'autre risque, c'est finalement, lui qui incarnait la nouveauté, de faire un peu ce que tout le monde fait, c'est-à-dire créer un mouvement politique, ce qui n'a rien finalement de si nouveau. Et puis, effectivement, il s'expose et l'homme qui, jusqu'à présent, a dû son succès au fait qu'il était capable de créer des passerelles
entre plusieurs mondes, et notamment entre la gauche et la droite, s'il se retrouve au centre des attaques venant de droite et de gauche, mais on a vu qu'il avait des soutiens. Donc voilà, toute l'histoire va s'écrire dans la manière dont il va être capable de... Est-ce qu'on peut ajouter à notre risque, Michel Soudé, est-ce que c'est le cas? On a quand même l'impression, compte tenu aussi de l'effervescence médiatique, je le reprécise, parce que ça peut être vu comme un élément de défiance aussi auprès des citoyens, que c'est peut-être l'homme du système, je ne vais pas dire du système médiatique, mais qu'il est poussé. On a l'impression que c'est le candidat qu'on voudrait voir. Est-ce qu'il peut y avoir aussi ce risque? Écoutez, oui, certainement. En tous les cas, je pense que l'immense majorité des Français ne sont pas dupes de cette opération. C'est une bulle, parce que derrière, il n'y a rien. Quand on va voir le site... Dis donc, vous êtes cash, hein, quand on va voir son site, c'est un langage marketing pur. On y retrouve les éléments de langage du MEDEF et rien d'autre, plus une biographie écrite à l'eau de rose sur Emmanuel Macron, c'est tout à fait par des communicants. Son clip de campagne, les 3/4 sont piqués sur des banques d'images. C'est même pas sincère, c'est-à-dire que comme le petit journal l'a montré ce soir, dedans, ce qui nous est montré, c'est pas des citoyens français, c'est des Autrichiens. Il y a même une séquence qui est piquée d'un clip de campagne de Bernie Sanders. Bernie Sanders, c'est un socialiste américain, c'est assez rare aux États-Unis. Chez nous, Emmanuel Macron, c'est pas ça du tout. Ensuite, le mouvement politique qu'il lance, c'est un mouvement politique où la cotisation, c'est 0 €. Désolé, mais c'est la politique low cost. Voilà, un discours qu'on n'entend pas beaucoup. 0 €, ça me rappelle ce qu'on dit dans la presse. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Je vous laisse réagir. C'est la nouvelle économie qui fonctionne comme ça. Non, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. D'abord, le fait que ce soit des images qui soient données par des banques est assumé par l'équipe de Macron, puisque c'est l'attachée de presse elle-même qui le dit, première chose. Seconde chose, rien n'est gratuit. Et si l'adhésion est gratuite, il y a de riches donateurs qui financent. Les riches donateurs, en l'occurrence, ceux qui ont assumé les contacts légaux du site, c'est l'Institut Montaigne, c'est-à-dire un des instituts du patronat, avec Claude Bébéar derrière. Il y a des donateurs qui sont... Non, c'est pas tout à fait ça. Il y a des donateurs qui ne sont pas si riches que ça, puisqu'ils donnent 7 500 € maximum, qui est le maximum légal autorisé. Et l'histoire de l'Institut... je ne sais pas, mais qui peut sortir 7 500 € pour soutenir un mouvement politique? Il doit y avoir quelques hommes d'affaires qui peuvent le faire. Mais je vais vous faire réagir à une remarque peut-être intéressante, François-Xavier Bourmeau. Je recevais hier pour l'entretien ici même quelqu'un qui fait partie de la galaxie d'Emmanuel Macron. C'est l'ex-président du Crédit Lyonnais, Jean-Pierre Levade, qui est, dit-on, l'un de ses papas spirituels avec Jacques Attali. Et quand je lui ai posé la question hier sur Emmanuel Macron, il était enthousiaste, bien sûr, à l'idée qu'il fonde son mouvement politique, mais beaucoup plus prudent ensuite. Il a parlé, puisqu'on parle de marche, d'une très longue marche du ministre de l'économie. Il est beaucoup plus... tranquille sur tout le parcours qui va suivre, alors que certains le voient déjà arriver en 2017. Oui, 2017, c'est sans doute un peu tôt. C'est pour Emmanuel Macron, en tout cas. Non, effectivement, c'est la route est très très longue. Là, c'est un premier pas, c'est un lancement. Ce mouvement, on ne sait pas trop ce qu'il va donner. On voit qu'il apparaît comme le contrepoids de ce qu'on voit place de la République, c'est-à-dire, en gros, vous avez les deux bouts de la gauche, c'est-à-dire les deux extrémités de la gauche qui tendent la gauche. Est-ce que ce sera au point de la faire rompre ou pas? C'est la théorie de Manuel Valls, que ces deux gauches-là sont irréconciliables. C'est-à-dire que la gauche de la place de la République et la gauche d'Emmanuel Macron ne pourront pas se rejoindre. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit de la gauche. Quand il dit lui-même ni de droite ni de gauche, ça veut dire, dans l'histoire française, c'est ou le fascisme ou le centre. C'est les deux qui se disent ni de droite ni de gauche, c'est ou le fascisme ou le centre. Le problème, c'est pas la gauche. Personnellement, des brevets de socialisme, effectivement, je ne peux pas dire s'il est de gauche ou pas. C'est pas moi qui donne les cartes. Et lui ne se revendique pas, en tout cas, de gauche. Et il revendique de ne pas avoir sa carte OPS. Donc, si vous voulez lui donner un brevet de socialisme, je veux bien. Mais expliquez-nous. Oui, je vous laisse réagir. Oui. Caractéristique très singulière dans les enquêtes, c'est qu'il a été, c'était le cas il y a 2 mois, à la fois la personnalité de gauche préférée des sympathisants socialistes, tout en ayant une cote d'image supérieure à droite
que chez les sympathisants de gauche. C'est ça, cette espèce de construction particulière. Donc, effectivement, il intéresse pour ça parce qu'il a ce côté, finalement, transpartisan. Après, son image n'est pas dénuée de quelques clivages, notamment un clivage générationnel qui s'est creusé, là, récemment, dans notre dernière édition du Baromètre Figaro Magazine, avec un recul fort chez les jeunes et puis un clivage social. La cote d'Emmanuel Macron est bien plus forte chez les gens les plus économiquement dotés que chez les gens les plus démunis. Rappelons qu'il y a longtemps que le clivage gauche-droite ne se superpose plus au clivage social. Depuis tout à l'heure, on parle de popularité et d'image. Moi, je voudrais vous demander, Corinne Laïc, d'abord, Emmanuel Macron, quel fait d'armes? Qu'est-ce qu'il a porté? Qu'est-ce qu'il a changé à Bercy? Et je cite encore une phrase de Jacques Attali, son autre papa spirituel, qui dit « Attention, l'histoire de France est peuplée de gens à la popularité inefficace et au talent gaspillé. » Dominique de Villepin, Michel Jaubert, Jacques Delors, des grandes étoiles, mais qui n'ont pas franchi la dernière marche. Non, mais pour répondre très brièvement à votre question, c'est vrai que Macron n'a pas changé grand-chose depuis qu'il est ministre de l'économie. Mais pour moi, le problème de Macron n'est pas de savoir s'il est de droite ou s'il est de gauche. C'est de savoir s'il est capable de faire émerger les idées de la base. Or, sa démarche est complètement contradictoire parce que la base, normalement, elle s'exprime toute seule. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe place de la République. Lui, il est au sommet et il veut faire monter les idées de la base. Et c'est ça le vrai sujet. Il doit arriver à prouver qu'il est capable d'insuffler un mouvement de démocratie participative. La démocratie participative. Il va finir par être schizophrène. Comment il faut quitter le gouvernement alors pour... Dans le même sens, ce que je dirais, c'est quand même, c'est ce qui choque le plus, c'est que ça fait 2 ans quasiment qu'il est au ministère. Il lance un mouvement qu'il appelle En Marche. Il faudrait remettre la France en marche. Mais que n'a-t-il fait depuis 2 ans? Il peut vous dire En Marche vers l'avenir, vers autre chose, un autre horizon. Et en même temps, si le ministère lui prend aussi peu de temps qu'il en est à côté pour pouvoir lancer un mouvement, c'est que véritablement... C'est sûr qu'il a plus grande hypothèse. On va mettre les 3 hypothèses sur la table. La première, François Hollande ne se présente pas en 2017, Emmanuel Macron tente sa chance. La deuxième, François Hollande se présente, Emmanuel Macron joue un rôle très important dans la campagne. Et la troisième, ça peut être un électron libre, un candidat libre, comme Jean-Luc Mélenchon peut-être aussi. Je mets toutes les hypothèses, même les plus improbables. Macron, il est tenu par, il le dit lui-même d'ailleurs, par une loyauté à l'égard de François Hollande. On n'imagine pas qui va briser ça. C'est quelqu'un qui revendique de briser les codes politiques. La trahison en politique, c'est quasiment un des premiers codes. Donc, il va pas. Il va être original, il va être loyal. C'est ce que vous dites. Voilà, en gros, c'est plutôt l'idée. Bon, puis lui revendiquant cette loyauté, on ne voit pas trahir François Hollande. Non, la stratégie, c'est qu'on la voit. François Hollande ne peut plus compter sur la gauche du PS, voire une partie des socialistes, pour le premier tour. L'idée qu'au premier tour, on rassemble son camp et qu'au deuxième, on élargit, ça ne fonctionne pas pour François Hollande, parce qu'au bout de 4 ans, il a perdu la gauche. La gauche et une partie des socialistes. Donc, il faut bien qu'il aille trouver une réserve électorale pour essayer de se qualifier pour le deuxième tour. Celle-là, il va aller la chercher au centre. Et Emmanuel Macron, avec son mouvement, va jouer le rôle de rabatteur des centristes pour lui faire franchir le palier. Tout ça pour ça. Tout ça, ça semble un scénario très probable. À partir du moment où Hollande se présente, je crois que le scénario que François-Xavier vient de décrire est celui qui est le plus crédible, je pense. Alors, à cette réserve près qu'il est pour l'instant très voué à l'échec, puisque aucune des tentatives de François Hollande de rallier des centristes à sa bannière n'a fonctionné depuis le début du quinquennat. C'est ça qui est frappant, c'est qu'il a perdu la gauche sans rien gagner à droite ni au centre. Mais parce que, voilà, en fait, François Hollande n'a plus le choix. Oui, c'est ça. Il est contraint d'adopter cette stratégie. Donc là, vous êtes en train de nous dire que ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, c'est l'une des dernières cartes de François Hollande. En tout cas, oui, Emmanuel Macron, ce sera la carte maîtresse de François Hollande pour... Il y a sans doute de ça. Ça fait quand même quelques années, je dirais, au moins 2 septennats, que différents auteurs... Quinquennat, les septennats, ça va peut-être venir, mais... Deux quinquennats, alors vous parlez des... que différents auteurs pointent quelles sont les évolutions de la social-démocratie. Et la France n'a pas de raison particulière, surtout avec des gens comme à sa tête comme Hollande ou Valls, d'avoir une évolution différente de ce qu'on a vu par ailleurs. L'avenir du Parti socialiste, c'est effectivement des gens comme Macron, c'est-à-dire des libéraux, des gens qui sont des démocrates, mais qui en matière sociale n'ont finalement plus de discours ni de projet, des gens qui considèrent qu'il n'y a plus de clivage
Vraiment, il n'a pas de colonne ça. vertébrale, il n'y a pas Attention, d'arête. la colonne vertébrale de Macron, c'est que c'est un libéral. C'est effectivement un libéral en matière économique, ça c'est très clair. C'est un libéral en matière sociétale. Ça ne m'étonnerait pas que Macron prenne des positions assez urticantes en matière, par exemple, de libéralisation du cannabis. C'est exactement ce qu'on voit chez pas mal de partis sociaux-démocrates européens qui ont abandonné. Je vous rappelle sa position sur la déchéance de nationalité, quand même. Et qui sont devenus des partis complètement libéraux. C'est pour ça qu'il est sur des positions qui ne correspondent pas tout à fait à la culture politique française. C'est pour ça qu'il fait un énorme pari. François-Xavier Bourmeau, oui. Et on voit que depuis peu, alors c'est lié aussi à sans doute des manœuvres internes au Parti socialiste, mais qui se rapprochent aussi des frondeurs. C'est-à-dire des gens dont a priori il est vraiment à l'opposé. Ils commencent à nouer des liens qui étaient déjà vraisemblablement amicaux, mais qui se rapprochent un petit peu d'eux quand même. Il y a quelque chose qui se... Une alchimie particulière, là. C'est une alchimie socialiste. Si on regarde le spectacle, pardonnez-moi, Emmanuel Rivière, ce soir, si on regarde ce qui se passe, on a donc, il y a deux têtes dans ce gouvernement, Emmanuel Macron et Emmanuel Valls. Emmanuel Macron fonde son mouvement politique En Marche. Emmanuel Valls, qui prônait depuis un certain temps la maison commune, il voulait bousculer ce paysage politique, dit ce soir que c'est absurde de vouloir effacer les clivages. Mais expliquez-nous, parce que nous, en regardant ça, on s'y perd. Il faudra demander à Manuel Valls, mais de fait, il y a bel et bien une forme de rivalité entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, qui ont un peu joué dans le même champ. Et puis, Manuel Valls, Premier ministre, s'est éloigné de cette forme de modernité, de cette capacité à penser hors du cadre qui était la sienne. Puis, ce qui est frappant aussi, c'est que Manuel Valls s'est récemment beaucoup centré sur d'autres sujets que je crois Emmanuel Macron a soigneusement évité, ceux de l'identité, ceux de la sécurité, qui sont à la fois des sujets sur lesquels l'exécutif est très attendu, mais qui sont un peu tristounés. Emmanuel Macron, il a cet avantage d'incarner une forme d'espoir, de nouveauté. Il attire la lumière sur lui et aussi autour de sujets qui sont évidemment plus faciles. C'est plus facile de faire rêver autour de la French Tech que de faire rêver autour de la gestion de la question des migrants. Et maintenant qu'il est dans la lumière, on va l'attendre sur des sujets à la fois plus régaliens. On l'a rarement entendu, on ne sait pas ce qu'il a dans le ventre sur ces sujets-là. Et puis Michel Soudet, vous dites... La question de l'identité, Manuel Valls veut en faire une question centrale, en tous les cas pour la campagne. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir ce basculement dans la campagne et qu'Emmanuel Macron va devoir s'expliquer aussi sur ces sujets-là ? Je ne sais pas s'il va devoir s'expliquer. En tous les cas, on a potentiellement pour la suite, pour après 2017, on a potentiellement en face de nous un combat de coq entre un libéral autoritaire et un libéral quasi libertarien. Je ne vois pas en quoi ça concerne la gauche et en quoi ça peut nous intéresser. S'ils peuvent se détruire l'un l'autre, tant mieux. Dis donc, ça va être un paysage en ruine là, que vous nous décrivez à gauche si ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas la gauche. Je pense que la gauche se retrouve beaucoup plus en ce moment dans ce qui se passe, notamment place de la République, mais aussi sur d'autres places publiques. Je pense qu'il y a besoin de retrouver son discours et ses valeurs, parce qu'elle les a perdues, et il y a véritablement besoin de procéder à une rupture avec une gauche qui se dit de gouvernement, mais qui n'est finalement que un ensemble de gens qui mettent en place ce qui est décidé ailleurs. Le paysage politique, de toute façon, est un peu en vrac, là. Alors, ça se voit beaucoup à gauche, parce que c'est la gauche qui est au pouvoir, mais il y a des césures à droite qui sont aussi extrêmement importantes. C'est peut-être le mérite d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, c'est qu'il fait partie des personnalités qui accélèrent le processus de renouvellement et peut-être de clarification. L'inconvénient, c'est que l'élection présidentielle et son schéma avec 2 personnes au second tour va fonctionner comme le contraire de la clarification jusqu'au bout. Et dans cette ambiguïté-là, on ne sait pas ce dont il sortira. Mais voilà, Emmanuel Macron a au moins le mérite d'accélérer la mutation vers autre chose. Lui, c'est peut-être son mérite, mais la réalité, c'est de savoir, Corinne Haick, est-ce que ce slogan, ni droite ni gauche, qu'on entend là de plus en plus, qu'on va sûrement entendre de plus en plus, est-ce que c'est une réalité qui peut être tangible, palpable dans notre pays, qui a quand même une culture historique et politique basée sur les clivages? Je vais vous répondre par une boutade. Les gens qui disent ni droite ni gauche, ce sont soit les fascistes, soit les gaullistes, soit les centristes. Et jusqu'à présent, ils ont eu tort. La droite et la gauche ont toujours résisté. Est-ce que Emmanuel Macron est un peu le symptôme d'un renversement et d'un bouleversement de notre paysage politique? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Il fait là un énorme pari. On verra s'il le gagne ou pas.
C'est votre avis? C'est un pari, je ne sais pas si c'est un désir d'avenir, mais un pari d'avenir, ça c'est sûr. Mais vous faites bien de parler de désir d'avenir, parce qu'on voit aussi qu'Emmanuel Macron, ça s'inscrit aussi dans une histoire qui est répétitive au Parti socialiste, qui est celle de ces francs-tireurs qui se construisent un peu en marge du parti et qui essayent de Ségolène Royal avec désir d'avenir. Ça ressemblait un peu à ce que fait Emmanuel Macron avec son mouvement. C'est-à-dire vous aviez d'un côté un espèce de mouvement de supporters, et de l'autre le parti des militants. Et ces deux blocs-là sont toujours affrontés. Vous aviez avec Fabius Jospin, c'était pareil. Ça se répète, cette histoire, en permanence au Parti socialiste. On est vraisemblablement arrivé à un nouveau moment où on va voir ce nouvel épisode se dérouler. Et en général... Ce qui est intéressant, c'est que... Oui, pardonnez-moi. Et en général, les centristes perdent. Ce qui est intéressant, Emmanuel River et Michel Soudet, c'est que... Oui, à la fin, ils perdent, c'est ça. C'est ça la règle du jeu, on ne va pas se moquer. Mais est-ce qu'on est arrivé là, et c'est le mot qu'on entend souvent, à la clarification? On va voir maintenant. Soit il réussit son pari, et puis on va voir ce que peut donner cette gauche, cette nouvelle gauche, disons, soit c'est un échec, et il y a la clarification dont parle Manuel Valls, il y aura deux gauches, non? Vous n'êtes pas d'accord? C'est maintenant que ça se joue, non? Non, c'est pas ça qui se joue. Dites-nous, qu'est-ce qui se joue? Parce que beaucoup des manœuvres politiques qu'on voit en ce moment partent sur une hypothèse considérée comme acquise, qui serait qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, il y aura Marine Le Pen. Et qu'en face, que ce soit un candidat de droite ou un candidat représentant le parti dit socialiste, il faudra que l'ensemble de ceux qui sont opposés à Marine Le Pen se retrouvent et constituent finalement un bloc central opposé au Front National. Et donc là-dessus, effectivement, il n'y a plus de clivage, ni de gauche, ni de droite. Et c'est là-dessus que se positionne Emmanuel Macron comme pouvant éventuellement... Alors, quelle est l'alternative si vous ne croyez pas à ce que disent tous les sondages? Non, le problème de cette situation, c'est que pendant ce temps-là, personne n'affronte Marine Le Pen véritablement. Et tout le monde considère que sa position est acquise, on ne peut lui faire aucun reproche, que rien ne peut la toucher. Et donc tout le monde a déserté le débat, le combat politique sur ce terrain-là. Et ça, c'est dramatique. C'est une remarque pertinente. Hein. Le poids du Front National dans la vie politique française a eu des conséquences très très fortes, y compris d'ailleurs sur les idées défendus par les uns et les autres, et tout le monde s'est lancé à la reconquête des électeurs du Front National. Les partis de droite, parce qu'ils se disent, ben voilà, finalement, ce sont, d'une certaine manière, nos voisins, nos électeurs, et les partis de gauche, parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu cet électorat populaire qui leur serait historiquement acquis, mais qu'ils ont un peu abandonné en race campagne. Là où... effectivement, le scénario le plus probable, c'est quand même qu'elle soit au second tour de l'élection présidentielle, et c'est bien à la fois le problème et le révélateur. C'est que, d'une certaine manière, si une fois de plus, en l'espace de 15 ans, on a un second tour qui n'est pas de gauche-droite, mais un second tour par défaut, ça va un peu plus esquinter la fonction présidentielle, qui l'est déjà beaucoup. Ça, c'est un risque, mais nous verrons ce qui lancera, en tous les cas, pari d'avenir ou pas. Pour vous faire une idée, déjà, voici le livre de François-Xavier Bourmeau, Emmanuel Macron, le banquier qui voulait être roi. Et je rappelle l'état de l'opinion, très intéressant, 2016 aux éditions Seuil. Merci beaucoup, merci. Restez avec nous, car si Emmanuel Macron suscite beaucoup de commentaires, eh bien, il inspire aussi les caricaturistes et, en premier lieu, le nôtre, Hervé Baudry. La preuve tout de suite. Ni de droite, ni de gauche, mais croqué, hein, n'est-ce pas? J'espère que vous avez bien une caricature sur Emmanuel Macron, parce que j'anticipe. Oui, je l'ai. Oui. La haute définition vous va ravir. Hein. Oui. Bien. Il y a, je sais pas, je crois qu'il va falloir adapter avec vos couleurs à vous, par contre. Oui, là, il faut sortir les lunettes de soleil. Et de 11, et oui, les candidats à la primaire à droite se bousculent. Jacques Miard vient donc de rejoindre le groupe. Toujours pas de nouvelles de la candidature de Nicolas Sarkozy. À la fin, pour les recaler, et si Nicolas Sarkozy l'emporte, je pense qu'il a la solution pour les recaser, le service militaire adapté. Hein, ça peut marcher. Des voitures électriques aussi, on en a parlé, pour remplacer le nucléaire à Fessenheim. C'est donc, rien n'est acté encore, hein, bien sûr, mais l'idée apparemment de Ségolène Royal ferait son chemin. Donc, après la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire de France, on pourrait donc voir sortir des voitures avec 5 roues et 2 volants. Pourquoi pas ? On a parlé du scandale mondial également, Sonia, d'évasion fiscale. Le Panama Papers, je le fais avec l'accent, implique donc des personnalités françaises et des banques, dont la Société Générale. On a parlé dans le journal, je crois, hier aussi. Le X est qu'un de ses responsables sous serment avait déclaré devant une commission parlementaire que sa banque s'était totalement retirée du Panama.
Ils ne sont pas contents, les sénateurs. Ah, ils ne sont pas contents. Je crois que c'est le sénateur Bocquet qui demande une enquête au Sénat. Exactement. C'est ça. Très bien. Ah Vous oui, suivez. je suis l'actu du Sénat, voyez bien. Et alors, quand on parle de Panama, on va parler de mode aussi. On pense aussi à la mode du voile islamique qui déchaîne les passions. Appel au boycott ou pas des marques qui surfent sur ce business. Moi, j'ai une pensée pour Yves Saint Laurent, qui en 62 créa le premier smoking pour femmes. Le foulard devient alors jabot ou se transforme en pochette. Et puis, il y a un petit soutien aux hôtesses de l'air aussi qui vont en Iran. Voilà, c'était Christian Dior, je crois, en 63. J'adore les hôtesses de l'air. Vous suivez ça aussi, très bien, je vois ça. Voilà. Ouais. Eh bien, aussi, je ne sais pas si on suit ça chez STX, mais on a le moral au beau fixe. À Saint-Nazaire, il y a du soleil. Les chantiers navals viennent de se voir commander la construction de 4 paquebots avec 4 milliards à la clé. Hollande salue, une belle réussite. Vous devez le faire en chantant. Non, moi je chante très mal. Justement. Fais confiance. Vous parliez tout à l'heure de la Nuit debout, mesdames, messieurs. Eh bien, à la Nuit debout, on possède son propre calendrier. Le mois de mars n'avait pas de raison de s'arrêter. On est, je crois, aujourd'hui le 38 mars. Eh bien, moi, je souhaite qu'on passe au 69 mars. Et on passera donc à la nuit du poirier. Il faudra tenir le choc. Bien. Eh bien, En Marche, on avait parlé En Marche. Ça y est, Emmanuel Macron lance son mouvement politique. Eh bien, personne n'ignore son sex appeal. Elle est chaude cette semaine, je vous l'avais dit. Aussi, je propose à Emmanuel un projet d'affiche à la hauteur de ses ambitions. Bravo, vraiment. On vous félicite. Peut-être une remarque sur... Sur l'affiche d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est important, la communication. Michel Soudet, vous aviez justement dénoncé trop de communication peut tuer la communication, justement. Ah, mais je pense qu'il y en a qui sont prêtes à tout. Voilà, tout est dit. À tout, on verra. Merci en tous les cas, Hervé Baudry. À la semaine Merci prochaine. Sonia, à la semaine prochaine. Jeudi prochain, il est 23h. Dans quelques instants, c'est sérieux. Suivre, c'est l'entretien. Invité ce soir, c'est l'ambassadeur russe Alexandre Orlov. Mais d'abord, le journal avec Paul Bouffard. Les fraudeurs seront poursuivis. Après les révélations Panama Papers, François Hollande estime qu'il sera désormais plus facile de traquer la fraude. On l'écoute tout de suite. S'il y a des sociétés en Europe qui se livrent à ce type d'agissement, elles seront poursuivies. C'est pas simplement notre devoir, c'est notre obligation, y compris pour assurer notre propre sécurité. Et je pense au blanchiment, justement, d'argent de tous les trafics. Et puis ce soir, outre-Manche, David Cameron change sa version dans l'affaire Panama Papers. Il a admis tout à l'heure avoir détenu des parts dans un fonds offshore au Panama appartenant à son père. Des actions que le Premier ministre britannique aurait revendues avant 2010, avant son élection. Le Panama Papers qui continue de faire des vagues au Sénat. Certains sénateurs ont fait la demande officielle ce soir pour réentendre Frédéric Oudéa. Le PDG de la Société Générale est soupçonné d'avoir menti sur l'engagement de sa banque au Panama lors d'une commission d'enquête. Faustine Saint-Geniès. Je le jure. Un serment obligatoire dans toute audition menée par une commission d'enquête parlementaire. Dès lors, que peut faire le Sénat lorsqu'il y a soupçon de faux témoignages, comme dans le cas de Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale. La réponse se trouve du côté de la Commission des finances du Sénat. Son rapporteur général et sa présidente disposent de pouvoirs équivalents à ceux du ministre du Budget et sont bien décidés à les exercer. Nous avons des pouvoirs très importants de contrôle sur pièce et sur place de tout ce qui nous paraît utile. Et donc nous avons effectivement un pouvoir où on ne peut pas nous opposer le secret fiscal. Autre acteur clé dans cette affaire, le bureau du Sénat, garant du bon fonctionnement interne de l'institution. Il a déjà été saisi par le groupe communiste et doit désormais inscrire ce sujet à l'ordre du jour. Ses membres décideront alors de lui donner ou non une suite judiciaire. C'est en tout cas le souhait d'Éric Bocquet, à l'origine de la saisine du bureau du Sénat. On ne peut pas accepter que le Sénat soit ainsi bafoué. Moi, je demande qu'il y ait une suite à cette affaire. Un faux témoignage devant une commission parlementaire est passible de 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Après le Panama, les regards se tournent aussi vers Singapour. Une convention fiscale a été adoptée entre la Cité-État et le Parlement français en février dernier. Mais pour certains sénateurs, Singapour demeure un paradis fiscal. L'île avait été d'ailleurs citée dans l'affaire Cahuzac. Stéphane Amalian. Éviter les doubles impositions et prévenir la fraude fiscale. L'intitulé de l'accord conclu entre la France et Singapour peut paraître déplacé, car la Cité-État est un paradis fiscal, un refuge pour certaines fortunes qui souhaitent éviter de payer l'impôt. L'accord passé début mars est vu comme une première étape vers plus de transparence, mais aussi un moyen de défendre les intérêts français dans la région.
Cette convention protège les relations commerciales et économiques avec Singapour, entre Singapour et la France. Donc il y avait une vraie nécessité de la ratifier. Pour les ONG, ce territoire à la fiscalité opaque doit encore progresser pour sortir de la liste des paradis fiscaux. Donc il faudra encore du travail pour contraindre Singapour à collaborer au niveau international avec l'ensemble des pays, pas que la France d'ailleurs, pour échanger ces informations. Pour le moment, on n'est pas là. Pour renforcer la coopération internationale, Pierre Moscovici propose l'établissement d'une liste européenne des paradis fiscaux. Difficile à mettre en œuvre, sachant qu'au sein même de l'Union européenne, certains pays pourraient y figurer. Et puis, elle aussi lance officiellement ce soir son propre mouvement politique à droite. Michèle Alliot-Marie veut agir vite. Elle le dit dans une vidéo sur Internet. Aurélien Romano. Pas de plateau télé ni de grand meeting pour Michèle Alliot-Marie, un simple tweet qui renvoie vers une vidéo de 3 minutes, des témoignages et une synthèse de celle qui ne se présente pas comme candidate, mais insiste sur la volonté de rassembler les initiatives dans un nouveau parti. Pour rendre aux Français le goût et la possibilité de réussir, pour rendre à la France sa grandeur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ce rassemblement des Français, pour que tous ensemble, nous puissions agir pour bâtir la nouvelle France. Le logo choisi rappelle l'attachement gaulliste de celle qui fut ministre à des postes régaliens sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Successivement ministre de la Défense, de l'Intérieur, garde des Sceaux et ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie met en avant sur le site de son nouveau parti ses soutiens, parmi lesquels déjà 10 parlementaires, une solide assise pour une probable candidature à la primaire à droite. Si elle l'officialise, elle en deviendrait la 13e, de quoi lui porter chance. Et on passe maintenant à la revue de presse. Pour découvrir ensemble les unes de vos quotidiens et quelques hebdos également, on va commencer, Paul, avec toujours c'est Emmanuel Macron. Très présent en ce moment, apparemment. Oui. Macron lance sa boîte de Lego. C'est la une de Libé. Jeu de mots, Sonia, vous pouvez le voir en une de Libé. En tout cas, le journal s'interroge. Poisson pilote pour Hollande ou électron libre et ambitieux. Emmanuel Macron bouscule la gauche pour Le Figaro. Un prisonnier s'est évadé, dit même l'éditorialiste Paul-Henri de Limbert. Prisonnier d'une majorité, le ministre est têtu. Il a choisi la liberté, la vraie, mais sans compagnon de cavale. Commentaire du journaliste. On va jeter un coup d'œil aux Échos. Cette information en une, les constructeurs automobiles trébuchent sur les tests diesel. La commission nommée par le gouvernement publie les résultats des 52 premiers tests. Bilan, aucun des constructeurs n'est parvenu à respecter l'ensemble des limites d'émissions retenues. La couverture de Marianne cette semaine. Anne Hidalgo, tout sourire, et si c'était elle, se questionne le magazine. La maire de Paris nourrit des ambitions pour la gauche française. Certains lui prédisent même un destin national. PS cherche candidat désespérément. C'est le commentaire de Marianne cette semaine. Le point à présent, et c'est l'Iran en une. Le nouvel Iran, Sonia, symbolisé par le magazine avec cette jeune Iranienne. Son kit main libre à l'oreille. Dans un dossier spécial, le journaliste Armin Arefi souligne la Perse millénaire renaît de ses cendres. Retour de cette puissance dans la communauté internationale, on le sait. Concrétisation du coup du désir d'ouverture de la population iranienne jeune et éduquée. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous. Tout de suite, pour aller plus loin, l'entretien ce soir avec l'ambassadeur russe Alexandre Orlov. Je vous précise que l'entretien a été enregistré juste avant cette émission. Mon invité ce soir est un diplomate qui va réagir à l'actualité internationale. Il nous parlera aussi bien sûr de son pays, la Russie, et de la relation parfois compliquée avec la France. L'ambassadeur russe Alexandre Orlov, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avant de parler notamment de la guerre menée sur le front syrien, l'actualité internationale en ce moment, c'est l'onde de choc des Panama Papers. On a vu la photo de Vladimir Poutine, quasiment la une de tous les journaux occidentaux. Le Kremlin a balayé d'un revers de main les accusations, mais l'onde de choc est forte. Écoutez, je crois que c'est ce qu'ont voulu ceux qui étaient derrière cette affaire. Je crois qu'on est face à une grande manipulation qui a été faite spécialement pour discréditer notre président, qui remporte des victoires en Syrie, qui est considéré aujourd'hui par quelques magazines américains même comme l'homme le plus influent de la planète, et ça fait des jaloux. Et vous savez, les jaloux, ils sont prêts à tout. Mais je peux dire juste 2-3 choses sur cette affaire-là. D'abord, le président lui-même a réagi aujourd'hui. On lui a posé cette question. Il a rencontré la presse russe à Saint-Pétersbourg.
elle a dit que, d'abord, lui-même, il n'est pas concerné. On dit que ce sont les amis proches, son entourage. Vous savez, l'entourage, quand on parle de certains ministres, on peut aussi dire qu'ils sont les amis de certains hommes politiques aussi. On peut... Là, vous parlez des ministres français, d'un ancien accuser n'importe qui. Bon, je ne vais pas citer des noms, mais ce que j'ai bien apprécié chez le président Poutine, c'est qu'il a dit que je connais cet homme, Sergueï Radulgin, qui est un musicien, un violoncelliste. Il a dit que je suis fier de notre amitié qui nous lie depuis des années et des années, qu'il n'a aucune fraude fiscale. Et je crois que la justice de le dire. Je crois, ah oui, d'abord, c'est bien qu'il n'a pas dit que non, je ne connais pas. Non, au contraire, il a dit je le connais et je suis fier de cette amitié. C'est un homme qui n'a fait rien de mal. Et je crois que le fait que dans cette affaire de Panama Papers, certaines sociétés russes sont citées, c'était pour eux le moyen de contourner les sanctions. Ce n'est pas une évasion fiscale, ce n'est pas une fraude fiscale, mais quand on est placé dans une situation compliquée avec les sanctions contre nous, surtout dans le domaine des finances, ils cherchent à trouver les schémas pour contourner. Vous avez parlé d'une manipulation. Bah oui. Qui aurait écoutez, mais vous savez, il y a un dicton qui est connu chez nous comme chez vous, celui qui paie commande les musiques. Oui, mais plus il faut bien regarder. Est-ce que vous voyez la main des Américains? Qui a payé? Bon, je ne vais pas voir partout la main de partenaires américains, mais celui qui a payé cette enquête, c'est un certain ami de la Russie et philanthrope Georges Soros. On le connaît très bien. Et puis, il y a aussi quelques faits troublants que dans cette liste qui est très longue, il n'y a pas d'Américains. Mais ce qui est aussi troublant, Alexandre Orlov, c'est qu'on a eu besoin, alors si vous dites que c'est une manipulation, de monter tout cela, c'est-à-dire que les initiateurs de ce complot, comme vous le dites, ont fait tout cela, ont mis des centaines et des centaines de noms, dont certains, vous avez cité l'ancien ministre français, effectivement, simplement pour viser M. Poutine? Non, pas uniquement, mais il faudrait toujours créer un entourage, parce qu'on ne peut pas travailler trop gros. On a dit non, il y a d'autres gens qui ont été concernés. D'ailleurs, le président ukrainien Poroshenko, qui est directement accusé par la fraude, personne n'en parle. Mais on voit partout la photo du président Poutine. On peut faire quelques déductions logiques pour comprendre. Toutes les accusations. Par exemple, le Premier ministre islandais a bien démissionné. Donc voilà un cas concret vérifié. Donc tout n'est pas faux. Non, tout n'est pas faux. C'est loin de là. Je dis que Poutine, tout est là. Mais sur la Russie, sur le président Poutine, c'est faux. Et d'ailleurs, lui-même n'a pas été accusé. Je voudrais vous faire réagir, Alexandre Orlov, sur une actualité qui est passée sous silence, mais c'est important qu'on en parle. Un vieux conflit qui a rejailli ces derniers temps. Les hostilités ont repris dans la région séparatiste arménienne du Haut-Karabakh, c'est en Azerbaïdjan. Et derrière l'affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, beaucoup voient le bras de fer entre la Russie et la Turquie. Est-ce que c'est le cas ? C'est une façon de voir les choses. De toute façon, si on parle de ce bras de fer, c'est sûr que ce n'est pas la Russie qui a pris l'initiative. Non, mais je crois que j'ai une autre explication, peut-être moins dramatique, mais vous savez que ce conflit dure déjà presque 30 ans. 30 ans. Et quand les conflits gelés n'ont pas la tendance d'être réglés, à un moment ou à l'autre, les gens sont exaspérés et ça dégénère en confrontation. On a vu ça au Karabakh, on le voit presque quotidiennement au Proche-Orient, entre l'Israël et les Palestiniens. C'est aussi, alors les gens attendent des décennies et des décennies que leurs problèmes soient réglés. Est-ce que je peux vous soumettre une autre explication? Je peux vous dire que, à mon avis, c'est aussi une des explications des affrontements qui se passent entre Donbass et le reste de l'Ukraine. Parce que tant que le processus politique piétine, leurs armes commencent à parler. Certes, mais il y a quand même, donc vous ne niez pas, un face-à-face tendu entre Moscou et Ankara, mais aussi parlons de la position géographique de l'Azerbaïdjan. Elle n'est pas anodine, c'est un pays qui est riche en gaz naturel. Il représente une alternative à la Russie pour l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. En gros,
Si la Russie déstabilise la région, l'Europe sera obligée de renoncer à ce couloir énergétique. Non, certains disent que c'est votre but. C'est une théorie de complot aussi. Non, pas du tout. On peut le voir dans les deux sens, parfois. Oui, non, pas du tout. D'abord, on sait que l'Azerbaïdjan, effectivement, est un producteur de gaz naturel, mais ses réserves ne sont pas immenses. Et il ne pourra jamais compenser le gaz qui est fourni par la Russie à l'Europe. C'est un concurrent, certes, mais ce n'est pas un concurrent trop redoutable pour nous. Ce n'est pas du tout notre intérêt à faire encore une guerre à nos frontières. Il n'y a pas de logique dedans. Non, je crois que ce que vous dites sur possible calcul d'Erdogan, c'est possible, mais... J'ai dit face à face entre vous et lui. Tant qu'on n'a pas de preuves, je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais je crois qu'on a déjà tant de conflits autour de nous. Il y a en Syrie, il y a l'Ukraine, qu'on n'a pas besoin d'ouvrir encore un autre conflit. Justement, Alexandre, alors pourquoi alors que vous tenez ce discours, des pays en Europe s'inquiètent de la menace russe et, dit-on, sont en train de se réarmer? On a vu des manœuvres militaires, notamment en Pologne. Ils ont peur, dit-il, de la grande Russie restaurée, de ce grand dessein qu'on vous prête. Non, parce qu'il y a des grands jeux géopolitiques. Et alors je crois qu'il y a des pays, des très très grands pays, qui ne veulent pas le rapprochement entre la Russie et l'Europe. Il faut tout faire pour empêcher ce rapprochement, puisqu'on sait très bien... C'est qui ces grands pays? Les États-Unis encore? Les États-Unis, sans doute. Je ne pense pas. Oui, il n'y a pas d'autre. Puisque, ensemble, la Russie et l'Europe font un pôle économique plus puissant que les États-Unis d'Amérique. Et surtout qu'on est complémentaires. Il y a une différence entre rapprochement et annexion. Oui, bien sûr. Certains pays ont peur de se voir croquer comme... Écoutez, il faudrait d'abord, pour la Crimée, nous refusons le terme d'annexion puisque ça a été fait d'une façon tout à fait différente. Mais surtout, il y aurait un référendum où le peuple russe, parce que la Crimée, historiquement, a été toujours une terre russe, habitée par des Russes, et qui se sont prononcés à 95 ou 16% pour le rattachement. Écoutez, je ne vois pas d'autres pays de l'Europe qui va faire le référendum et demander à être rattaché à la Russie. Ils peuvent être tranquilles. Ils peuvent être tranquilles, bien sûr. En Syrie, à présent, Alexandre Orlov, dans la lutte contre Daesh, les reculs de l'État islamique sont importants. Il y a eu plusieurs prises symboliques et stratégiques, Palmyre et d'autres. Et maintenant, quelles sont les suites des opérations? Est-ce qu'il s'agit de marcher, d'avancer vers les verrous, notamment Raqqa, par exemple? Bon, je pense que sur le plan militaire, c'est bien les desseins, c'est-à-dire l'objectif suivant, c'est Raqqa, c'est la capitale de ce califat. Et de ce point de vue, la libération de Palmyre était un tournant dans le conflit, et puis un tournant, je dirais, aussi militaire que symbolique. On a repris cette ville qui est le patrimoine de l'humanité. Quand vous dites « on », c'est-à-dire le Hezbollah, les forces syriennes et russes? Je n'ai pas entendu parler d'Hezbollah, mais ce sont surtout, sans doute, les forces syriennes appuyées par l'aviation russe, qui ont beaucoup travaillé là-dedans. Vous savez, il y a eu un cas, à mon avis, qu'il faut signaler, qui était aussi passé sous silence par la presse française. C'est un acte héroïque d'un officier russe, le jeune officier russe, de 25 ans, Alexandre Prokhorenko, qui était à Palmyre pour guider les bombardements de l'aviation russe. Il était encerclé par les djihadistes. Et quand il a vu qu'il ne peut pas se sauver, il a ordonné l'aviation russe de bombarder sa position et il est mort emportant avec lui les djihadistes. C'est un acte héroïque. Je pense que tant que la Russie aura des gens de telle bravoure, de tel héroïsme, écoutez, on sera invincible. Et d'ailleurs, les Français qui ont appris cette affaire à travers l'Internet étaient très nombreux à nous manifester leur solidarité, leur sympathie. Et même, ils ont raison de le faire, comme vous le décrivez, oui, c'est un geste héroïque. Parce que c'est un officier qui est mort, pas uniquement pour la Russie, mais il est mort aussi pour la France. Parce que la France est aussi en guerre
On va parler de la France, mais encore un mot sur Vladimir Poutine qui a annoncé il y a quelque temps le retrait des troupes russes. On l'a largement relayé ici dans les médias occidentaux. En réalité, Alexandre Orlov, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, que ce retrait du contingent militaire, il était surtout médiatique. Je ne sais pas s'il faut dire de la communication, mais vous restez actif sur le terrain. La base de Tartous n'a pas fonctionne normalement. Vous êtes toujours présent et bien présent en Syrie. Bien sûr, on est présent, mais le président Poutine a dit, et le président Poutine a annoncé que nous allons retirer la majeure partie de notre aviation. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. La majeure partie des bombardiers russes sont revenus en Russie. Mais on a dit en même temps que nous allons continuer la guerre contre Daesh et Al-Nosra. Ce que nous faisons maintenant, peut-être avec d'autres armes, on a remplacé une partie de bombardiers par les hélicoptères, qui sont beaucoup plus précis, plus ponctuels. Mais vous constatez que depuis que Poutine a dit qu'on retire la majeure partie de nos armements, on ne bombarde plus. Il n'y a que le soutien aérien à l'offensive des troupes syriennes, ce qu'on a vu à Palmyre. Je note que vous avez dit Daesh, et Al-Nosra. Al-Nosra, qui pour certains, en tous les cas, au départ, il y a quelque temps, était considéré comme faisant partie des rebelles syriens. Oui, bon. Vous bombardez donc pour certains les rebelles d'Al-Nosra. Mais vous savez, je peux vous dire que Al-Nosra, c'est une organisation qui est reconnue comme terroriste par les Nations Unies. Parce que les Nations Unies, eux, ont une liste où sont portées toutes les organisations terroristes. Al-Nosra fait partie de ces groupes-là. Alors, et puis, je crois que si le président Poutine a voulu faire repatrier une grande partie de notre aviation, c'est aussi pour mettre un peu les autres pays extérieurs, mais aussi l'opposition, devant leurs responsabilités. On a fait notre travail, on a sauvé l'État syrien, on a sauvé Damas. Vous avez sauvé l'État syrien, c'est-à-dire Bachar al-Assad? Non, l'État syrien. Le régime syrien? Le régime ça syrien, revient au même. Oui, ça revient au même, mais c'est au peuple syrien. C'est important. Une question, oui. Il y aura des élections libres, évidemment, etc., dans les meilleures conditions, dans un pays en guerre. On a quand même du mal à y croire, mais soyons optimistes. Peut-être qu'elles se tiendront. Mais est-ce que la question du maintien de Bachar al-Assad, c'est une question d'abord de préserver vos intérêts au-delà de Bachar al-Assad, quel que soit l'homme à la tête de la Syrie? On n'a pas, d'abord, on n'a pas beaucoup d'intérêt en Syrie. Il y a d'autres pays qui ont beaucoup plus d'intérêt que nous. Nous, je crois que si nous avons réagi en Syrie, c'est plutôt par principe, pour arrêter cette succession des changements par la force des régimes dans plusieurs pays de Maghreb. Vous avez aussi des djihadistes russes qui combattent, Alexandre. Il y a aussi les djihadistes russes. Concernés aussi par ce retour de bâton. Tout à fait, tout à fait. C'était une autre raison pourquoi Poutine a dit que nous allons les attaquer là et pas attendre qu'ils reviennent chez nous. Et alors, je reviens un peu à mon propos, je dis qu'on a arrêté les bombardements pour ne pas être accusé de saborder pour parler de paix à Genève. On a dit très bien, on se retire, c'est à vous de jouer maintenant. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, nous sommes en coopération étroite avec les Américains. Avec John Kerry, Lavrov, ils ont fait un grand travail, d'abord pour créer les conditions nécessaires pour la reprise des négociations à Genève. Je note que sur ce dossier, au moins, vous ne voyez pas de complot, justement, avec le grand méchant américain dont vous parlez tout à l'heure, mais je note que vous ne parlez quasiment pas de la France et de l'Europe. C'est la grande absente? L'Europe est un peu la grande absente. Il participe à des grandes réunions, parce qu'on a créé, avec les Américains, le groupe de soutien de la Syrie qui s'est réuni 3 fois à Vienne et qui a d'ailleurs élaboré la feuille de route du règlement en Syrie, avec la France, sans doute. Mais nous pensons et nous voulons que le monde ne soit pas de nouveau bipolaire. Nous voulons qu'il y ait plusieurs pôles d'influence et nous attendons toujours l'Europe au rendez-vous. Malgré tout, quasiment tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est vous qui menez la danse, si je puis dire, en tout cas la stratégie sur place. Est-ce que quelqu'un doit mener la danse s'il n'y a pas d'autre? Alors... Est-ce que vous avez occupé un vide qui a été laissé d'abord par le manque de leadership américain, disons-le, avec un Barack Obama qui finit son mandat, et par une diplomatie française dont certains disent qu'elle s'est... je ne veux pas être critique vis-à-vis de mes amis français, mais je vais parler plutôt objectif. européen.
européen. Quelles sont vos relations avec la France, Russie et France aujourd'hui? Comment vous les qualifiez? Je crois que, écoutez, les relations sont bonnes. Entre nous deux, elles sont bonnes. S'il y a des problèmes, elles viennent d'ailleurs. Ils viennent d'ailleurs. Les problèmes qui ont été imposés, on a parlé un peu des sanctions, mais ces sanctions ont été imposées à la France comme à la Russie. Ce n'est pas la France qui était à l'initiative de ces sanctions. Alors, c'est pour ça que je crois fermement que les relations entre la Russie et la France ont un très bon avenir, qu'on est enfin, je crois, dans une phase ascendante, qu'on va reprendre, j'espère, bientôt nos relations tout à fait normales. Donc elles ne le sont pas encore. On fait tout pour que ce soit la réalité. Pour conclure, de manière un peu plus personnelle, Alexandre Orlov, vous-même, vous avez une relation particulière avec la France. Votre père, diplomate, travaillait en France. Vous parlez parfaitement le français. C'est un pays auquel vous êtes attaché. Je suis très attaché à ce pays où j'ai passé presque la moitié de ma vie. J'étais à différents postes à l'ambassade, d'abord de l'Union soviétique, puis de la Russie en France. J'étais représentant à Strasbourg auprès du Conseil de l'Europe. Mes enfants sont nés en France. Pour moi, c'est un pays qui compte. Et c'est pour ça que je suis tout à fait sincère quand je dis qu'on travaille pour les bonnes relations entre nos deux pays. J'y crois. Qui doivent arriver, donc tout n'est pas encore au point. Ça arrivera. Merci beaucoup Alexandre Orlov de nous avoir accordé cet entretien. On arrive presque à la fin de cette émission, mais comme d'habitude, c'est le zapping de Public Sénat. Un ministre en exercice, et pas le moindre d'entre eux, consacre une partie de son temps à s'organiser politiquement, parce que c'est de cela dont il s'agit. Il me semble que ces problèmes, son domaine est confronté à une situation suffisamment grave pour qu'il se consacre à autre chose. Et on peut déjà anticiper le nouveau débat qui va déchirer le Parti socialiste, la majorité. Emmanuel Macron va-t-il descendre en marche du gouvernement ? Scrutin proportionnel et consensus sont les clés de ce modèle qui allège les devoirs du citoyen. Quand un Français doit se rendre 10 fois aux urnes, un Suédois ne s'y rendra qu'une seule fois. Résultat, aux dernières législatives, un taux de participation de plus de 83%. Une régulation plus simple de la vie politique et une conception anti-élitiste de l'exercice du pouvoir. L'actuel Premier ministre, syndicaliste de longue date, est soudeur de métier. Aujourd'hui à la retraite, Françoise Navarre a exercé pendant 37 ans, mais au moment de passer la main, aucun médecin français n'était volontaire pour lui succéder. Je pense que c'est le fait de se retrouver, certains loin de centre hospitalier, et puis de se retrouver seul dans un cabinet. La crainte de l'isolement et des journées à rallonge dissuade les candidats. Souvent, le conjoint est aussi un frein à l'installation de la famille en zone rurale. Vous perdez le médecin, vous perdez aussi le pharmacien, vous perdez le kiné, vous perdez toutes les professions paramédicales et on instaure des déserts. Donc moi, je proposerais des choses extrêmement précises qui émanent d'un rapport fait par mon collègue président de la commission d'aménagement du territoire. C'est permettre que la télémédecine se développe. Deuxièmement, que l'on puisse déléguer des soins, c'est-à-dire des infirmiers puissent réaliser des soins qui sont faits par les médecins. Troisièmement, qu'on soit sur une formation professionnalisante, c'est-à-dire qu'on instaure quelque chose qui a déjà été fait en Aveyron, qui est une forme d'apprentissage et qui systématise des stages chez les généralistes en deuxième année. Geminoid H1 est l'Android le plus développé au monde. L'exacte réplique du professeur. Sa peau, en silicone, a été créée à partir d'un fin moulage de tissu prélevé sur son créateur. Idem pour les cheveux. Il demeure semi-autonome. Commandé à distance par la voix et un joystick, il répond en temps réel aux injonctions de l'opérateur. I'm using this Geminoid for giving a lecture in foreign countries. Recently I'm very busy. I'm sending this Geminoid. Et si le professeur a créé ce robot, ce n'est pas que pour des problèmes d'emploi du temps. The conference talk is autonomous, but the Q&A questions and answer session they should be operated by through the internet.
Moi, je me souviens des promesses de François Hollande avant qu'il ne soit élu président de la République qui ont été oubliées avec le scandale Cahuzac. Je voudrais aussi rappeler, comme je suis sénatrice des Français de l'étranger, que c'était monsieur Cahuzac qui, en 2010, quand il était président de la Commission des Finances, présentait les Français de l'étranger comme étant tous des exilés fiscaux. On en faisait des boucs émissaires. Et qu'est-ce qu'on voit avec ces Panama Papers? Que ce ne sont certainement pas les Français de l'étranger qui sont des exilés fiscaux. Parce que la grande majorité, on l'a bien vu dans les textes, viennent de France. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. On se retrouve avec plaisir dès lundi pour vos débats, décryptages et puis les grands entretiens, bien sûr. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.